Bonjour Lorraine, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi Euh, qui te remercie, Ludovic. je vais essayer de te présenter rapidement et si je dis des bêtises, n'hésite pas à m'interrompre. Donc, tu es professeur des écoles, tu es également auteur, tu as écrit un livre avec José Leroy, 54 expériences de spiritualité quotidienne. Et je ne sais pas s'il y a d'autres ouvrages que tu as publiés. Alors, j'ai fait un livre pour enfants, en fait, autour de Ganesh, autour d'un Mhm. dieu indien. D'accord, je regarderai ça. Et également, tu partages lors d'ateliers, de retraites ou de stages l'approche de la vision sans tête. La vision sans tête, donc pour dire très vite, c'est une méthode directe de réalisation de sa véritable nature. Et ça a été découvert ou mis en place ou construit, ouais, mis en forme par Douglas Harding que tu as rencontré en 1993. Et tu t'es également formé à la méditation de pleine conscience à l'université de Louvain, d'après ce que j'ai compris. Donc, je vais te poser une première question très simple et très générale. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton cheminement, ce qui t'a amené en fait à t'intéresser à la vision sans tête et à vouloir transmettre cette approche, cet ensemble de techniques ou de pratiques ou d'expériences? Alors, écoute, là, il y a deux questions. Donc, comment est-ce que j'ai rencontré la vision sans tête? Eh bien, je dirais que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mhm. Non, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'étais très jeune quand j'ai rencontré Douglas pour la première fois. J'avais 19 ans. Ouais. Et je n'étais pas quelqu'un qui avait une recherche spirituelle particulière. Finalement, j'étais pas, comment dire, hostile à la spiritualité, mais je n'étais pas un chercheur spirituel. Je suis tombée sur Douglas un petit peu par hasard, en fait, grâce à José qui avait déjà eu une expérience d'ouverture et qui en lisant Douglas, m'a dit, bah, écoute, il faut absolument rencontrer Douglas, c'est extraordinaire les exercices qu'il propose. Donc, j'étais ouverte à ça. Et donc, je suis allée dans un premier atelier, je me souviens très bien, c'était dans une librairie dans le centre de Paris qui avait invité Douglas. Et il était traduit par sa femme, par Catherine. Ils venaient tout juste de se rencontrer. Donc, à plus de 80 ans, c'était un jeune couple et 80 ans pour Douglas. Mhm. Et donc, je suis allée dans cette librairie en connaissant assez peu de choses sur la spiritualité, sur la non-dualité, sur la recherche de l'éveil. Et j'ai donc simplement fait les exercices qui m'ont été proposés. Et le premier exercice que Douglas nous avait proposé était un exercice les yeux fermés. Et donc, je me souviens très bien, je ferme les yeux et je réponds aux questions pour moi-même que Douglas pose. Et là, eh bien, je m'aperçois que ce que je suis, eh bien, ce n'est pas du tout ce que je pensais être. Je perçois immédiatement, en fait, cet espace, ce vaste espace de la conscience. Donc, c'est vrai que ça a commencé, en fait, immédiatement par une sorte, enfin, un premier, une sorte d'avant-goût, en Mhm. fait, de cette réalisation. Et ensuite, on a fait un exercice qui s'appelle le tube. Et là aussi, c'est vrai que les exercices pour moi de Douglas ont été vraiment assez miraculeux parce que Mhm. dans ce tube, je rentre mon visage dans ce tube et je réponds aux questions qu'on me pose. Et là, je vois que le visage de l'autre côté du tube, eh bien, c'est mon propre visage. Donc, j'ai aussi Mhm. immédiatement un avant-goût de la non-dualité, voilà, du fait que je ne suis pas séparée de ce que je vois. Alors évidemment, c'était un avant-goût. Et ensuite, eh bien après, il y a un cheminement qui s'est fait. Je suis allée à un stage d'été et petit à petit, en fait, voilà, ça s'est installé. Mhm. J'ai eu beaucoup de chance parce que
je n'étais pas quelqu'un qui avait une recherche particulière et tout de suite, ça m'est apparu comme étant quelque chose qu'on peut percevoir immédiatement, en Mm. fait, qui n'est pas lié au mental, qui n'est pas lié à une compréhension particulière, mais qui est vraiment lié à un retournement de l'attention. Est-ce que ça, à ce moment-là, à partir de ces premières expériences, est-ce que tu considères que ta vie a changé? Est-ce que ça a transformé quelque chose à ce moment-là? Ou c'était juste le début d'un pressentiment que quelque chose pouvait changer? Alors, à ce moment-là, ça a été plutôt le pressentiment que quelque chose pouvait changer. Mm. Et donc, évidemment, avec ces ouvertures, j'ai continué à aller à des stages de Douglas, hein. Et j'ai fait après un stage d'une semaine avec lui. Tous les ans, il venait en fait en Ardèche, au Taillé. Donc, j'ai fait Mm. de, une semaine intensive d'exercice avec lui et d'échanges. Et c'est là où vraiment j'ai vu ce que ça pouvait changer dans ma vie, en fait. Pendant toute cette semaine, j'ai été incroyablement touchée. C'était vraiment quelque chose qui se passait au niveau du cœur. Et en sortant de cette semaine d'atelier, eh bien, j'étais en voiture et ça a basculé, en fait. J'ai vraiment vu que c'était quelque chose qui Mm. était tout le temps là et que ce n'est pas une expérience, mais que c'était finalement le fond du fond de toute expérience. Et donc ensuite, eh bien, en fait, j'osais tout de suite en fait à partager ça. Donc j'étais en fait sa petite copine. Donc tous les deux, on recevait des gens chez nous et on a tout de suite en fait commencé à mener des exercices. Donc, ça fait très longtemps, en fait, que je partage cette voie avec des gens qui viennent chez moi et qui je, je- je leur propose, en fait, des exercices pour percevoir ça. Mm. Il y a quelque chose dans, dans la vision sans tête d'assez particulier parce que finalement, j'ai l'impression en tout cas que ça demande d'avoir une certaine attitude par rapport aux expériences parce que très vite, ça peut devenir quelque chose de simplement pour déclencher quelque chose. Et j'ai l'impression que si on le fait pour obtenir quelque chose ou pour obtenir un certain état, ça ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Est-ce qu'il y a une attitude particulière à avoir? Euh, et est-ce que c'est sensible au fait de rendre l'exercice un peu trop mécanique? Quand on commence, en fait, à faire les exercices, on peut avoir l'impression que c'est nous qui faisons les exercices. Et que c'est Lorraine ou c'est Ludovic qui va faire l'exercice. Mais ces exercices, comme toute approche spirituelle, en fait, je pense que quand ça passe par des mots, c'est la même chose. Mm. Quand ça passe par une écoute, c'est pareil. Et bien, finalement, ce sont une sorte d'écho. C'est-à-dire que c'est plus en se laissant porter par l'expérience elle-même qui va résonner et qui va permettre en fait à cette présence de largement de s'épanouir et de se révéler. Donc pour moi, les exercices de vision sans tête, euh, donc ils s'appuient sur le regard. Et c'est Mhm. aussi l'originalité de ces exercices. Euh, on a l'habitude en fait de faire des méditations qui s'appuient sur les sensations corporelles ou Mhm. sur l'écoute. Là, l'originalité de la vision sans tête, c'est que il s'agit de regarder. Et cette ouverture du regard, eh bien, on peut absolument pas s'en souvenir. C'est quelque Mhm. chose qui est toujours à réactiver. Ce sont pas des exercices qu'on fait une fois pour toutes. C'est un, et bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup le mot exercice. Ce sont même pas des exercices. Mhm. C'est s'ouvrir, en fait, à la réalité, telle qu'elle est. Et ouvrir son regard sur la réalité telle qu'elle est. Donc,
non, pour moi, il n'y a pas cette difficulté-là parce que c'est simplement regarder les choses telles qu'elles sont. Hmm. D'accord. Et donc, oui, alors, moi, j'introduis des exercices, quand je fais des ateliers chez moi, que les gens viennent et que j'introduis des exercices, il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser qui est: Vous n'êtes pas ce que vous paraissez être. Mhm. Et donc ça, c'est une phrase que Douglas utilisait souvent et qui fait finalement la distinction entre l'apparence, hein, et l'essence. Et pour moi, ça, c'est vraiment une clé pour ce retour dans l'ouverture, parce que qu'est-ce qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est? Eh bien, c'est cette construction que nous avons faite. Et très souvent, quand nous rentrons en relation avec quelqu'un, eh bien, nous imaginons en fait ce que l'autre va percevoir de nous. Hmm. Quand nous étions petits, nous n'étions pas dans cette construction-là. Quand on est arrivé sur cette terre et que nous étions bébés, nous étions complètement ouverts. Et puis, et d'ailleurs, en fait, les gens aiment beaucoup les bébés pour cette raison-là. Quand mes enfants étaient petits et que je prenais le métro avec eux, souvent, il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui les regardaient et et qui étaient attirés, en fait. On est attiré par ce regard du bébé, ce regard grand ouvert. Et d'ailleurs, on sait que le bébé ne s'identifie pas spécialement à quelque chose, en Hmm. fait. Il s'identifie à sa mère, il s'identifie à ce qu'il voit. Même les psychologues ont remarqué que le bébé n'était pas séparé, en fait, de ce qu'il perçoit, de ces figures d'attachement là qui apparaissent. Donc le bébé, lui, il n'est pas en train de se dire, est-ce que quand on regarde un bébé, on voit bien qu'il n'est pas dans cette représentation de lui-même. Mhm. Et cette représentation que nous avons de nous-mêmes, elle s'est construite petit à petit. Et ça a commencé en fait par une reconnaissance que nous avons faite de nous-mêmes dans le miroir. Hmm. Et donc, vers l'âge de, je sais pas, 18 mois, 2 ans, on a commencé à se reconnaître dans le miroir. Les tout petits ne se reconnaissent pas dans le miroir. Et donc, cette image de nous-mêmes que nous voyons dans le miroir là-bas, nous l'avons en fait intégrée et nous en avons fait en fait une représentation de nous-mêmes qui est importante. Il ne s'agit pas, là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'image de nous-mêmes, que nous ne sommes pas des êtres qui vivent en société Hmm. et que c'est quelque chose qui n'est pas important. C'est quelque chose qui est important pour vivre ensemble. Mais ce n'est pas le fondement, en fait, de ce que nous sommes. Hmm. Et la proposition de cette phrase qui dit vous n'êtes pas ce que vous paraissez être, c'est de revenir en fait à l'essence même de ce que nous sommes. Donc, cette construction, en fait, moi, je la vois, comme tu disais tout à l'heure dans ton introduction. Mon métier, c'est professeur des écoles. Je suis Ouais. institutrice. Et je suis institutrice avec des enfants qui ont 4 5 ans. Donc, je suis institutrice en maternelle. Et donc, je vois en direct, en fait, finalement, cette construction. Puisque mes élèves se reconnaissent dans le miroir, Mhm. mais ils sont pas encore complètement figés, finalement, dans leur construction, individuelle. Ils sont encore assez libres. Quand ils jouent dans la cour de récréation, ils peuvent s'identifier à plein de choses, hein. Ils peuvent devenir un cheval qui galope dans le vent, ils peuvent devenir une toupie, un avion, voilà. Et, eh bien, en fait, euh, ce qui se passe, hein, et là, je ne parle pas, en fait, cette histoire-là que je raconte, hein, c'est à la fois une histoire qui est complètement personnelle, complètement Mhm. individuelle, puisque nous construisons une individualité qui est individuelle et personnelle, mais c'est aussi une histoire universelle, parce que nous avons tous quitté, finalement, sans vraiment le quitter, puisque il s'agit du fond de notre être, Mhm. mais nous avons tous construit, mentalisé une image de nous-mêmes. Et ça, c'est notre histoire à tous. Donc, c'est une histoire universelle. Et ça serait pas vraiment un problème si ça ne nous faisait pas souffrir. Mais nous Mhm. limitons, en fait, cette identification
petit à petit, en fait, nous la limitons. Nous devenons de plus en plus un individu de plus en plus limité. Mm. Donc, pour prendre un exemple, avec les enfants, par exemple, mes élèves peuvent jouer à être donc n'importe quoi. Et puis, quand ils vont arriver à l'école primaire, ils vont avoir 8 9 ans, eh bien, les autres vont leur dire non, 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 tu peux pas jouer à être un avion, c'est trop bébé, tu Mm. peux être un prince éventuellement, mais pas ça, arrête, c'est trop bébé. Et puis, en fait, par exemple, quand notre en famille, on va réussir à faire rire nos parents, eh bien, on va se dire, ah bah voilà, moi je suis quelqu'un de rigolo. Donc, on va limiter finalement notre individualité. On va se couper du ressenti, se couper de l'expérience de la vraie relation pour avoir une image de nous-mêmes qui va nous enfermer. Donc, voilà, la proposition que je fais et que nous faisons dans les ateliers de vision sans tête, c'est de revenir à l'expérience directe Mhm. par le regard et de se reconnecter avec cet être vaste qui, lui, n'est ni ceci ni cela et qui est dans l'ouverture. Mm. Et tu as employé deux mots sur lesquels je vais rebondir. Tu as employé le mot éveil à un moment, et puis tu as Oui, employé l'expression expérience directe. Parfois, dans certaines traditions d'ailleurs, l'éveil est considéré comme un but lointain à atteindre après de nombreux exercices difficiles, des sadhanas très compliqués, etc. Et là, dans ce que tu exposes et dans la vision sans tête, on sent bien que finalement, c'est un processus de découverte de ce qui est déjà là. Et est-ce que, à ton avis, il y a une dissonance, une discordance entre ces deux approches? Entre, on va dire, l'approche progressive où on va essayer d'atteindre quelque chose, et puis cette approche où on découvre finalement que tout est déjà là. Est-ce que c'est contradictoire ou finalement, est-ce que c'est réconciliable, ces deux approches? alors, si on place cette expérience, alors qu'est-ce que c'est que l'éveil finalement? Mhm. Déjà, peut-être qu'il faudrait définir un peu ce que tu veux, ce qu'on appelle, parce que moi, personnellement, Ah bah, je t'en prie, j'entends s'il par te l'éveil. plaît. Alors, bon, j'utilise pas tellement ce mot, Ouais. l'éveil, mais bon, visiblement, je l'ai utilisé. Qu'est-ce que je perçois en fait? Donc, là, j'étais partie sur cette distinction entre l'apparence et Mhm. l'essence. Donc, qu'est-ce que c'est que cette essence, finalement? Qu'est-ce que je découvre au centre de moi-même quand je m'ouvre vraiment à la réalité telle qu'elle m'est donnée maintenant, en fait. Je m'aperçois que cette construction que j'ai faite de cette histoire que je me suis racontée, parce que la construction individuelle, je pense vraiment que c'est une narration qu'on se donne. Euh, Elle est importante, mais elle n'est pas le socle de mon expérience. Et le socle de mon expérience, eh bien, c'est le monde lui-même. C'est une présence, c'est une présence qui apparaît dans dans un espace, hein, dans un espace de conscience, que les gens d'ailleurs ont beaucoup plus de facilité finalement à trouver les yeux fermés, mais que avec les exercices de Douglas, on peut percevoir aussi, on propose en fait de le percevoir les yeux ouverts. Donc cet espace de conscience, et cet espace de conscience, il est rempli des objets du monde. Et je m'aperçois que euh, dans ces objets du monde, il y a cette narration, donc il y a cette individualité, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a toutes mes sensations corporelles, il y a les couleurs, il y a les bruits que j'entends, il y a... Donc pour moi l'éveil, c'est revenir à cette expérience
pure, de la conscience pure, mm, par une ouverture du champ de l'attention sur ce qui m'est donné maintenant, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur les sensations corporelles. Donc c'est quelque chose de très, très concret. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est donné au bout d'un chemin? Non, puisque c'est quelque chose qui est là, en fait. C'est simplement constater la réalité telle qu'elle est mm, et, euh, et voir que dans ma manière de fonctionner habituelle et mentale, je ne vois qu'une partie du monde. mm, Et je ne suis pas ouvert à la totalité de l'expérience. Mais quand je m'ouvre à la totalité de l'expérience, je vois que cette individualité que j'ai construite, elle fait partie du décor, mais elle n'est pas l'ensemble de ce que je suis. Donc non, d'un certain point de vue, on peut dire qu'il n'y a pas de chemin, mm, puisque tout est donné maintenant. Après, ce qu'il est toujours possible de trouver, c'est, alors là, j'utilise en fait une terminologie qui est vraiment celle de la vision sans tête, mm, quand je pointe mon doigt dans la direction, dans cette direction-là, je peux toujours trouver le vide. Alors il y a une phrase de Nisargadatta que j'aime beaucoup qui dit, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et ma vie se déroule entre les deux. Donc peut-être que le chemin, il est là en fait. Il est dans cette double direction. Donc le vide, je peux le trouver tout le temps. Ça, c'est absolument pas graduel, c'est quelque chose qui est tout le mm, temps là, cette conscience pure, cet espace dans lequel le monde apparaît, c'est quelque chose qui est la base et le fondement même de toute expérience. Si Et c'est aussi la base et le fondement de ton expérience, Ludovic. Là, moi, je sais que tu vois, je vois ton visage, toi, tu vois mon visage, mais je sais que nous expérimentons le monde à partir mm, d'un même espace de conscience. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours là. Alors, cet espace-là, il est rempli du monde. Et le chemin, eh bien, c'est d'expérimenter les différents attributs de cette ouverture. mm, Parce que cette ouverture, elle a des attributs. Elle est par exemple, elle est vaste, elle est tranquille, elle est silencieuse, elle est, elle est hors du temps. Et le chemin, eh bien, c'est que mon individualité, eh bien, goûte finalement tous les attributs de cette présence que je suis. Alors, on peut avoir l'impression que ça crée une dualité, puisque là, je mhm, parle d'individualité de présence, mais dans l'expérience, en fait, non, c'est pas quelque chose qui est perçu comme étant duel. Et voilà, donc le chemin, c'est ça, c'est revenir à cet espace et goûter les différents attributs de cette présence que je suis mm, dans toutes les situations de la vie. Mais c'est pas quelque chose de difficile. Alors peut-être, bon, moi là, je ne peux parler que de mon expérience. mm, Je ne peux parler que de mon chemin personnel à ce niveau-là. Je sais, cet espace, lui, il est complètement universel, mais la façon dont moi qu'est- qu'est-ce que je vais en tirer, quels vont être les fruits de de ce contact avec cet ouvert, ça, c'est quelque chose qui est personnel. Donc voilà, le chemin, il est là, il est dans cette fréquentation avec cet ouvert. J'ai une question d'ailleurs à propos de le fait d'expérimenter ça dans chaque dimension finalement de son expérience. Est-ce qu'il y a un moment où finalement on n'oublie plus ça, où on vit tout le temps à partir de de, 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 de cette reconnaissance, où il n'y a plus la confusion d'être perdu et d'être dans la peau du chercheur finalement. Est-ce qu'il y a un moment où tout ça c'est Mhm. terminé? Alors déjà, c'est absolument pas.
Lorraine qui trouve quoi que ce soit. Lorraine, Mhm. ça, elle a rien trouvé. Elle est tout à fait. Alors, il y a quand même un cheminement, comme je disais tout à l'heure. Il y a une Mhm. fréquentation de cette. Donc, il y a une évolution en fait. Il y a un changement de l'individualité. Ça apporte des choses à l'individualité et tu te connectes avec des possibilités d'amour et plus d'ouverture. Voilà. Mais par contre. Euh, ça n'est absolument pas l'individualité qui trouve. C'est en deçà. C'est la présence. Et cette présence, elle ne change pas. Elle est, elle est là de toute façon. Et, euh, et autre chose aussi dans cette question, il y a l'idée finalement d'un travail, tu vois, qu'il y aura un travail à faire. Et je pense que c'est très important. Pour moi, ça a été, alors je déteste les généralisations, donc pour moi, ça a été vraiment essentiel de voir que, il n'y avait aucun travail à Mhm. faire, que il n'y a aucun impératif. Mhm. C'est vraiment quelque chose, c'est que du plaisir. Mhm. C'est revenir à l'intensité de la vie. Parce que finalement, cette expérience, c'est une connexion avec le vivant. Ce qui s'éveille, ce n'est pas Lorraine, hein. Ce qui s'éveille, c'est l'arbre, c'est les autres, hein. C'est les autres. C'est le monde lui-même hein, qui prend Mhm. plus de couleurs. C'est, voilà, c'est pas Lorraine, de toute façon. C'est le monde lui-même qui se réveille. Je, Ça je, n'arrive pas à un individu. je trouve que la façon dont tu approches et que tu formules ça est extrêmement proche des traditions non duelles du bouddhisme, donc que ce soit le Mahamudra ou le Dzogchen, où finalement la pratique principale revient à revenir à la reconnaissance de sa véritable nature qui se fait en, par aperçu, c'est-à-dire en un clin d'œil, comme si c'était un éclair au milieu de la nuit et et que le moment de cette reconnaissance ne peut provenir que d'un lâcher-prise complet sur l'impression de contrôle finalement du prétendu personnage que l'on incarne. Donc Ouais, c'est assez, c'est assez amusant de voir que finalement même les mots pour le dire se ressemblent quand même beaucoup et enfin, c'est assez plaisant en tout cas. Pour, euh, pour moi, je trouve mm, ça enthousiasmant de voir que euh, finalement, toutes ces traditions ou tous ces moyens habiles, comme on pourrait dire, ne font que pointer vers cette immédiateté émergente, moment après moment, et et que le chemin n'est pas celui que l'on croit finalement. Je trouve ça très beau. ouais, Je tout à vous- fait. Et c'est vrai que il y a un changement de perspective en fait quand tu t'accèdes à cet ouvert, tu reconnais. C'est pour ça que tout à l'heure, tu sais, je parlais d'histoire individuelle Hmm. et d'histoire spirituelle. C'est-à-dire que cette histoire spirituelle, elle est absolument universelle. Quand tu lis des textes euh, de toutes les traditions, ça va être dit, ça va être dit de manière complètement différente, mais tu reconnais en fait qu'on parle de toi, qu'on parle Hmm. de ton expérience. C'est une histoire, et c'est pour ça qu'on peut aussi en parler, parce que ça fait écho en chacun de nous, puisque c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous vivons simplement. Et ce n'est pas, ce qui pointe vers, dans l'expérience, en fait, il y a toujours une double dimension. Il y a la dimension du monde. Hmm. Donc, si je prends un exemple, il va y avoir par exemple les couleurs. Et ces couleurs apparaissent sur un fond qui, lui, est sans couleur. Il va y avoir par exemple le son de ma voix. Le son de ma voix apparaît sur, sur ce que je suis, qui est silencieux, mais qui accueille aussi le son de ma voix. Donc ce qui pointe en fait vers le vide, c'est pas un individu, c'est le son de ma voix, c'est la couleur que vous voyez là maintenant de votre écran.
qui pointe vers la transparence. Voilà, c'est le monde lui-même, en fait, qui pointe vers cet ouvert. On pourrait dire que le monde est une carte qui indique la voie, finalement. Ouais, c'est ça. Et mais c'est vrai on peut avoir tendance à surimposer une histoire qu'on va raconter sur la carte qui nous pointe vers le. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ces exercices sont précieux, je trouve. Ces expériences sont, c'est comme si on avait une apparence du monde qui nous montrait, mais regarde, regarde là. J'aime bien cette image que je peux donner parfois, c'est celle de l'agent immobilier qui montre les endroits importants à observer dans son expérience. Quand on visite un appart, on doit voir certains aspects. Est-ce qu'il y a des moisissures? Bon, cette métaphore a des limites. Mais voilà, c'est un peu le rôle euh, du, de celui qui va partager ça, c'est de pointer du doigt, voilà, quelque part, ou d'aider la personne à regarder dans la bonne direction. Je voulais te demander justement, puisqu'on parle de ces expériences, est-ce que tu pourrais nous guider dans une petite expérience si ça te semble possible? Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, alors, je vais utiliser une expérience qui s'appuie sur le regard, sur le sens de Mhm, la vue. Donc voilà, je vais vous présenter une expérience qui s'appelle l'expérience de la comparaison. On a l'habitude en fait de penser que nous sommes des individus construits comme les autres individus, c'est-à-dire que nous sommes une personne enfermée en quelque sorte dans un corps et séparée des objets du monde. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. Donc je vais reculer ma chaise et on va comparer en fait. Je recule ma chaise de manière à ce que vous voyez mon corps. Voilà. Alors attends, je vais baisser un peu la caméra. Hop. Donc là, c'est bon. OK. Alors, donc, pour faire cette expérience, eh bien, on va imaginer en fait entre vous et moi, Lorraine, là-bas, que vous voyez là-bas sur l'écran de votre ordinateur, il y a un plan de symétrie. Donc, si le plan de symétrie, si la symétrie fonctionne, vous allez trouver la même chose de part et d'autre de ce plan de symétrie. Donc, vous allez commencer en fait par comparer, on va comparer pour voir si on est construit sur le même modèle. Donc, vous allez commencer par comparer eh bien, les jambes. Donc là, vous regardez de votre côté, regardez, portez votre regard sur vos jambes. Donc, de votre côté, vous voyez des jambes. Très bien. Alors maintenant, vous regardez l'écran de votre ordinateur, et vous voyez que là, là-bas, eh bien, il y a aussi des jambes, hein, les jambes de Lorraine. Donc là, on peut dire que la comparaison fonctionne. Alors maintenant, vous allez comparer votre ventre. Regardez votre ventre de votre côté. Regardez la couleur du ventre. Regardez peut-être votre ventre est-il dans un pantalon, dans une robe, sous un pull. Regardez votre ventre. Et maintenant, portez votre attention sur l'écran là-bas. Et là-bas, vous pouvez trouver aussi un ventre. Vous trouvez le ventre de Lorraine qui est en train de vous faire l'expérience. Donc on peut dire que la comparaison fonctionne. Alors maintenant, vous allez regarder votre poitrine. Portez votre attention sur votre poitrine. Regardez les couleurs. Regardez la forme. Et maintenant, vous portez votre attention sur l'écran là-bas et vous voyez que là-bas aussi, il y a une poitrine. Donc, on peut dire que eh bien, la relation, elle est symétrique pour le moment. Là-bas, il y a des jambes, de votre côté, il y a des jambes. Là-bas, il y a un ventre, une poitrine. De votre côté, il y a un ventre, une poitrine. Alors maintenant, vous allez regarder de votre côté et regardez vos mains et regardez vos avant-bras, regardez vos coudes et vous regardez le haut de vos bras. Donc des deux côtés, allez-y. Donc, vous pouvez voir effectivement que de votre côté, il y a des mains, poignets, avant-bras, coudes, bras.
Maintenant, vous allez regarder là-bas l'écran et vous pouvez voir que là-bas, c'est pareil. Et bien, là-bas, du côté de l'oreille, il y a bien des bras, des coudes, le haut des bras. Donc là, la symétrie fonctionne. Alors maintenant, portez à nouveau votre attention sur l'écran. Regardez l'oreille là-bas et vous pouvez voir que, eh bien, là-bas, le corps de Lorraine, sur le corps de Lorraine, eh bien, les bras sont rattachés à des épaules et au-dessus des épaules de Lorraine, vous pouvez voir un cou et vous pouvez voir un visage. Donc là-bas, attaché aux épaules, il y a un cou et un visage. Maintenant, vous allez porter votre attention de votre côté. Donc revenez sur vos bras, revenez sur vos avant-bras, revenez sur le haut de vos bras. Donc de votre côté, vous pouvez percevoir des épaules, mais est-ce que de votre côté, à vous, eh bien, vous pouvez trouver aussi un cou avec un visage? Est-ce que de votre côté à vous, on ne peut pas dire que au-dessus de vos épaules, eh bien, la symétrie s'arrête. La symétrie s'arrête au niveau des épaules. Donc regardez là-bas le visage de Lorraine. Revenez, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc regardez en fait la dissymétrie de la relation. Là-bas, vous avez le corps de Lorraine. C'est un corps complet. De votre côté à vous, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas dire, donc levez un petit peu les bras comme ça, que vos deux bras surgissent d'une ouverture, surgissent d'une ouverture que vous êtes. Un peu comme si vos deux bras flottaient dans le vide. Alors, regardez l'écran maintenant, laissez vos bras un peu en l'air comme ça, et regardez la dissymétrie de la relation. Donc là-bas, vous voyez le visage de Lorraine, mais de votre côté à vous, eh bien, est-ce que vos deux bras ne surgissent pas d'une ouverture que vous êtes? Alors, moi, j'aime beaucoup cet exercice parce que c'est quelque chose que je peux faire en fait dans mon quotidien. Mhm. Quand je suis en relation avec quelqu'un, eh bien, je peux voir que là-bas, la personne eh bien, a un corps complet avec un visage. Et puis, j'ouvre le champ de mon attention. Donc, continuez à regarder l'écran de votre ordinateur et ouvrez tranquillement le champ de votre attention, tel que les choses vous sont données maintenant. Donc, vous voyez que, eh bien, euh, il y a l'écran de cet ordinateur et puis peut-être y a-t-il des objets derrière cet ordinateur. Donc, continuez à regarder l'écran, ouvrez le champ de votre attention. Tout en bas de votre champ visuel, vous pouvez percevoir vos deux jambes et vos deux bras qui surgissent de cette ouverture que vous êtes. Donc, quand on est en relation avec quelqu'un, on peut à tout moment ouvrir le champ de son attention et voir que la relation est dissymétrique. Là-bas, vous voyez la personne avec qui vous êtes en relation et de votre côté à vous, eh bien, vous voyez votre propre corps parce que oui, effectivement, vous avez un corps, mais vos deux jambes et vos deux bras surgissent de cet espace ouvert que vous êtes. Alors, le regard de l'autre peut être un obstacle, en fait, à cette ouverture. Si nous projetons, en fait, dans ce regard, eh bien, une idée de nous-mêmes. Mhm. Mais le regard de l'autre peut être aussi l'occasion de s'ouvrir, d'ouvrir le champ de son attention et de voir que là-bas, il y a le visage de la personne qui est là-bas, avec qui vous faites l'expérience maintenant, Lorraine, et que Lorraine regarde vers cet espace ouvert que vous êtes et que votre corps, eh bien, il apparaît dans cette ouverture. Alors, je ne sais pas, Ludovic, comment tu as vécu cette expérience, mais C'est très ouvert finalement. C'est très.
il y a une sorte de basculement voilà, c'est une impression de basculement de perspective et puis aussi une sorte de soulagement quelque part. Il y a moins de tension au, à l'endroit où on considère que l'on se trouve habituellement. Je trouve que c'est cet effet-là. Et puis, vraiment, c'était un effet d'espace. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand, par exemple, sur la fin, là, tu exposes le fait que on regarde l'écran et puis on fait attention quand même à l'intégralité de son champ visuel et qu'on voit finalement que il y a, au milieu, c'est très défini et puis ça devient de plus en plus flou pour disparaître finalement et que tout émerge de ce vide. Je ne sais pas le mot qu'on pourrait employer. Mais donc, euh, et puis il y a aussi un aspect de relation qui est beaucoup plus fort. Enfin, même, c'est même plus une relation finalement, c'est une unité finalement. On pourrait le dire comme ça. C'est comme ça que je le formulerais. Bah, c'est super. Merci pour ce témoignage. Oui, 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 tout à fait. Moi, je sais que si, par exemple, parce que les relations sont pas toujours parfois, elles peuvent être conflictuelles. Parfois, les gens dans cette ouverture peuvent révéler en fait des émotions, peuvent susciter des émotions. Donc, ouvrir comme ça le champ de l'attention, eh bien, c'est replacer finalement tous ces objets du monde que peuvent être une émotion désagréable, que peut être, ou pas d'ailleurs, puisque là, c'est pas le cas, c'est plutôt quelque chose d'agréable, Ah, mais ouais. dans cet espace de tranquillité. Moi, je sais qu'à chaque fois que je le fais, le fait d'ouvrir comme ça le champ de l'attention sur ce lieu qui est toujours tranquille, ça permet de replacer les choses à leur place. Mm. Et c- il y a une question que je me pose parce que donc cette discipline, si on peut dire, s'appelle la vision sans tête. Et tu évoquais le fait que c'est un travail sur le sens de la vue. Est-ce que c'est quelque chose qui est adapté aux personnes qui ont peut-être pas forcément ce sens, aux personnes aveugles ou qui ont une très très mauvaise vue ou qui n'utilisent pas ce sens? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont adaptés à eux dans le cadre de la vision sans tête? Alors cet été, on a fait un stage d'une semaine à l'Arche Saint-Antoine et il y avait une participante qui était même pas malvoyante, qui était non-voyante Mhm, et qui a fait tous les exercices avec nous. Donc c'est quelque chose. Là finalement, on utilise le sens de la vue, mhm, mais on pointe vers un espace qui, lui, est au-delà de ça. Donc, le fait donc bon, elle a fait les expériences avec nous. Après, c'est vrai qu'on a des expériences qui se font les yeux fermés aussi, mhm, et on a aussi des expériences qui se font avec de la musique et avec des mouvements. Donc là, les personnes non-voyantes peuvent tout à mhm, fait le faire. Et de toute façon, on pointe vers quelque chose qui est au-delà du voyant. Et elle faisait les exercices, même les exercices avec le doigt qui pointe, des exercices qui utilisent le sens de la vue. Elle disait que ça fonctionnait très bien. mhm. Oui, finalement, parce que ça pourrait, j'imagine, marcher aussi avec les sensations ou les sons. Ouais. Il y a rien qui exclut ça. Donc, c'est vraiment all inclusive. J'ai l'impression, il n'y a pas de. Ah ben, on peut pas faire plus all inclusive que cet espace, puisqu'il Ouais. contient l'ensemble Mm, du monde. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, qu'elle disait cet été, c'est que en étant malvoyante, en étant non-voyante, mm, mhm. alors c'était une personne qui était non-voyante, mais qui avait vu, qui Ah, avait, d'accord. euh, qui avait été voyante jusqu'à la fin de son adolescence.
Mais elle disait qu'en fait, elle avait un monde, elle voyait en fait, elle voyait Hmm. quand on disait de pointer le doigt au-dessus des épaules ou quand on lui demandait de, bah, comme je viens de faire là, de regarder, elle disait qu'en fait, elle pouvait très bien le faire, que, elle avait des images qui Hmm. apparaissaient et qu'elle voyait son doigt. Oui, Un peu parce comme que dans un rêve, en fait. C'est oui, c'est le ce que monde mental est fait d'images aussi. c'est Donc, ça. elle utilisait, en fait, finalement, ces images mentales pour... Et en fait, finalement, on vit très souvent à partir d'images mentales. On est très souvent coupé, en fait, Oui. du réel, justement. Je voulais te demander aussi parce que comme c'est très pratique, puis c'est très euh, concret finalement que j'ai envie de dire un enfant de 4 ans ou de 5 ans pourrait comprendre et appliquer ces exercices. Est-ce que ça t'est arrivé d'utiliser peut-être pas ces exercices, mais ces expériences dans le cadre avec tes élèves ou je sais pas, avec des enfants? Alors, la base de ce questionnement est une remise en question finalement de la construction individuelle. Mhm, Je pense que il y a assez peu de choses en fait à comprendre. Il y a un bagage conceptuel très 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 petit mhm, pour arriver à ça. Mais il faut avoir cette interrogation sur l'individualité et sur ce que nous sommes. Et il faut être capable d'interroger cette construction que nous avons faite. C'est pour ça que je commence très souvent par ça dans les ateliers, mhm, par le fait de montrer que c'est une construction, quelque chose qui nous semble être, euh, être un fait établi est finalement une construction intellectuelle, comme le temps ou comme l'espace. mhm, Mes élèves, et donc les enfants petits, n'ont pas encore construit ça. Ils n'ont pas encore construit leur individualité. Donc non, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut présenter à des enfants. Et en mhm, plus, je pense que les enfants n'en ont pas besoin. Par contre, euh, je pense que ce qu'il est important quand on veut partager ça avec des enfants, c'est de montrer aux enfants que ils ont de ne pas quitter justement cette dimension-là de leur expérience, mhm, de revenir à l'instant présent tel qu'ils le vivent maintenant, leur montrer que c'est important, qu'ils vivent quelque chose de fort et d'important. Donc, donc comme je vous ai dit, je suis institutrice. Je voulais partager ça avec les enfants, mais pas de cette manière-là, mhm. puisque justement, c'est une voix non duale et pas du tout adaptée à des enfants. Donc, C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. ouais, je Mhm, pense. Avec mes propres enfants, par exemple, je les ai. En plus, en tant que maîtresse d'école, on est dans une relation d'autorité. mhm, Pour moi, ça ne peut pas être dans une relation d'autorité qu'on découvre ça. Pour moi, parce que je sais qu'il existe des voix avec des maîtres, etc. Mais moi, ça a pas été mon expérience. Douglas n'était pas... il nous renvoyait toujours à notre propre autorité. mhm. C'était vraiment la base hein, de son enseignement, Oui, et expérimenté par soi-même. Hein. c'est une Donc, horizontalité, quoi. non seulement parce que les enfants n'ont pas construit leur individualité, je ne le proposerai pas, mais en plus parce que je suis dans une relation d'autorité avec eux. Mhm, Donc du coup, mais je voulais quand même justement partager quelque chose avec eux. Et pendant longtemps, en fait, je faisais des petits exercices d'écoute. J'ai un bol tibétain dans ma classe, donc on écoutait le son du bol qui disparaissait. On mhm, faisait... Alors, dans la vision sans tête, il y a aussi des exercices qu'on peut proposer aux enfants qui sont très ludiques. On ferme les yeux, on se déplace, on ouvre les yeux, on est émerveillé par ce qu'on voit, on referme les yeux, un peu comme si on prenait des photographies mhm. de différents endroits du monde. Donc ça, c'est possible de le proposer à des enfants. Mais j'étais un peu frustrée parce que j'avais l'impression de saupoudrer les choses et de pas vraiment leur montrer l'importance de ça.
Et puis, j'ai lu un livre qui m'a pas mal marqué, qui est un livre d'Abdeno Bidar, qui s'appelle Les Tisserands, où justement il appelle, en fait, il lance une sorte d'appel pour, euh, pour mettre en lien les différents acteurs dans la société pour de l'éveil par rapport à cette réalité, montrer que, eh bien, on peut agir dans la société pour, euh, pour, pour, euh, pour que ça se diffuse Mhm. davantage. Donc du coup, je me suis intéressée à la pleine conscience qui a des processus justement qui sont vraiment adaptés aux enfants. Et j'ai été faire une formation, comme tu le disais au début dans l'introduction quand tu m'as présenté, j'ai été faire une formation dans une université belge Mhm. pour avoir à ma disposition un programme qui s'appuie sur les émotions et avec des exercices de méditation, de retour à l'instant présent, qui est quelque chose qui marche très très bien avec les petits parce que les petits ont des émotions très très fortes, les enfants ont des émotions très fortes, donc c'est quelque chose qui est vraiment présent dans leur vie et leur montrer eh bien comment accueillir ces émotions Mhm. avec dans cet instant présent, leur proposer cette solution-là. Et ça marche très bien, ça leur plaît beaucoup. Et Ok, donc, il y a des exercices de intéressant. méditation informels, puis petit à petit formels. Parce que la méditation n'est pas toujours quelque chose de formel. Je peux très bien méditer en faisant la vaisselle, en me Mhm. lavant les mains, en sentant l'odeur d'une fleur. Voilà. Je trouve ça bien parce que effectivement les exercices simples de méditation informels pour pour les enfants, je pense que c'est un peu, entre guillemets, apprendre en s'amusant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté où on s'assoit de façon sérieuse, l'image qu'on pourrait avoir du moine zen qui va s'asseoir et qui va faire quelque chose de très compliqué, très difficile, et simplement leur dire, ah, on revient simplement à ce qui est là, en fait. Et puis, on évite de se perdre. Et puis, c'est peut-être aussi une solution, je ne sais pas si c'est une solution, mais à la concurrence qu'il peut y avoir vis-à-vis de la présence des écrans récréatifs, j'ai envie de dire, qui vont un peu à l'inverse de ça. Ça agit sur euh, d'autres mécanismes d'inconscience et puis de fuite, quoi, de son expérience. Donc, je trouve Oui, ça. oui. Et en fait, ce qui est aussi très chouette dans ce programme, c'est que en fait, ça se fait aussi avec les parents. Donc, il y a vraiment une Hmm. dimension affective là-dedans. On partage des moments euh, avec les parents, des moments d'attention, des moments où on cherche des choses agréables ensemble. Effectivement, ça crée du lien parce que c'est vrai que dans les pratiques un peu méditatives, etc., on peut avoir ce côté un peu isolé, un peu où le lien ne se fait peut-être plus. Donc là, d'avoir ce partage presque en famille, c'est un plus qu'on ne retrouve pas dans les pratiques que l'on peut proposer aux adultes, par exemple. Alors, en fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment deux aspects de l'expérience. Il y a une dimension vers le vide. Et Mhm. donc là, effectivement, on peut avoir l'impression que ça va nous couper du monde. Mais il y a aussi, il y a cette direction-là, il y a la direction du monde aussi. Et nous, dans nos ateliers de vision sans tête, il y a vraiment les deux aspects. C'est-à-dire que c'est par la relation on peut rentrer en relation avec cette présence, hein, parce que c'est par le monde, c'est le monde lui-même, c'est presque une pratique tantrique dans ce sens-là, parce que c'est vraiment en plongeant dans le réel, en plongeant dans l'expérience de la vie, que le vide, que l'espace est révélé. Il y a toujours les deux, c'est jamais l'un sans l'autre. Ce C'est sont les vraiment deux vérifié. facettes, les deux côtés de l'expérience du monde, Oui, de chacun. c'est réellement non duel. Il y a plus vraiment de contexte et de contenu, mais les deux sont entremêlés. Elles ne sont indissociables. Et,
L'un sans l'autre, ce serait la moitié du chemin, j'imagine. Mais c'est possible de le présenter l'un sans l'autre aussi. Tu vois, il y a des voix qui sont des voix ascétiques où on met l'accent sur le vide, en fait. Où il y a des voix aussi qui sont des voix dévotionnelles, où on met l'accent vraiment Mm, sur la dimension amour, sur le fait de déconstruire l'ego, etc. Tu vois? Donc, non, non, c'est possible. C'est toute façon, tous les chemins mènent à Rome. mm. Oui, Mais là, nous, dans notre pratique, ouais. il y a les deux, en fait. C'est vraiment les deux. Et il n'y a pas une seule. Mais bon, je pense que c'est aussi lié à notre individualité, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, le discours de dire il n'y a que le vide, ça ne m'a jamais, ça ne m'a jamais satisfait. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours gênée. Donc, dès le départ, je l'ai vécu comme étant quelque chose de complet. Mm. Puis de toute façon, le fait de dire il n'y a que du vide, ça revient à solidifier quelque chose. Donc, c'est parce que même ces traditions où finalement on va accentuer sur la vacuité, au bout du bout, on revient sur Ah ouais, le dépassement du vide ou du plein et il y a quelque part même le dépassement du concept de tout ça. Parce que finalement, ça se résout dans un oui, certain silence. oui, tout à Pas, fait. euh, parce que c'est vrai qu'on peut en parler, mais tant qu'il n'y a pas l'expérience concrète, ça reste un peu pas vain, mais euh, pas aussi utile, on va dire, si on peut parler d'utilité. Je voulais te poser une dernière question un peu plus pratico-pratique. Est-ce que tu as des actualités à venir, des ateliers ou des choses, étant précisé que là, l'interview va être diffusée au mois d'octobre, hein, je pense. Alors écoute, en fait, on n'a pas prévu encore, donc début octobre, il y a un atelier chez nous, Mhm. chez moi et chez José Leroy, une journée de présentation, mais je pense que la vidéo sera publiée peut-être Je après pense, ça. ouais, je pense, je crois que j'ai le temps en fait. Ouais. Et on fait régulièrement des journées comme ça chez nous de présentation des exercices, de partage, avec une communauté de gens aussi qui ont l'habitude en fait aussi Mhm. de partager ça. Donc souvent c'est quelque chose ce sont des échanges aussi. Et est-ce que c'est mieux de le faire en présentiel de toute façon, ou tu penses? Ou est-ce que... Bah oui, oui, c'est toujours Ouais, mieux, ouais, ouais, parce ouais. qu'il y a Hmm. une énergie différente en présentiel. Mm. D'accord. Mais de toute façon, je mettrai tous les liens et autres possibilités de te contacter en description. Comme ça, les personnes qui sont intéressées pourront directement aller voir ces ressources. Et bah, je te remercie de cet échange et puis de bien avoir voulu faire une petite expérience qui est très concrète. Et donc, j'espère que voilà, j'aurai le temps de mettre la vidéo dans 2, 3 semaines, j'espère. Et ben, je te remercie encore et puis je te souhaite de passer un très bon week-end, du coup. Merci, toi aussi, Ludovic. Je te tiens au courant pour la mise en ligne de toute façon. Au Salut, revoir, bye. ciao, ciao.